On va peut-être démarrer hein, avec 30 secondes d'avance. Donc je me présente. Bonjour à tous déjà. Je m'appelle Gabriel Béchara, je suis architecte solution chez Red Hat et je m'occupe d'un ensemble de produits qui font partie de l'offre DevOps. Donc dans cette gamme de produits, on retrouve ce qu'on appelle une plateforme as a service qui s'appelle OpenShift, mais un ensemble aussi de produits de type middleware qui sont des socles applicatifs qu'on sait déployer sur OpenShift. Dans le sujet de la session d'aujourd'hui, c'est d'aborder le DevOps, les principes, les pratiques et les solutions autour du DevOps. Pour introduire le pourquoi du DevOps, on constate de plus en plus que les nouveaux entrants dans le marché, hein, un Uber, un Netflix, etc., sont de nouvelles entreprises qui ont été créées sur des bases technologiques qui sont en pleine innovation et qui sont en train de bouleverser complètement le marché actuel des secteurs d'activité existants. Donc un Uber, par exemple, devient un acteur majeur dans tout ce qui est fourniture de services de transport, et pourtant ils ont 0 véhicule. Un Netflix est un acteur majeur dans tout ce qui est streaming et vidéo, et pourtant à la base, il n'avait pas de contenu. Donc il y a un chamboulement, il y a un bouleversement au niveau des pratiques, au niveau informatique, qui nous amène, nous autres, à nous poser des questions, entreprises traditionnelles, pour pouvoir justement s'assurer de ne pas être complètement dépassé par les entreprises que vous voyez là dans les grands cercles. Donc dans le grand cercle, on voit des innovateurs. Et donc c'est à nous aussi, entreprises traditionnelles, d'évoluer, d'accélérer le développement des applications pour ne pas être complètement dépassé par la concurrence. Donc sur ce même sujet, je ne vais pas vous faire le détail de l'ensemble de l'étude qu'il y a là parce qu'il n'y a pas le temps. Ce qu'il faut retenir de cette étude, les slides, je pense qu'on va vous les envoyer, donc vous pourrez les revoir dans le détail. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que cette étude montre que 50% de nos dirigeants aujourd'hui considèrent qu'ils vont être concurrencés, ou ils le sont déjà, par des sociétés qui sont créées sur la base de technologies. Un Uber a concurrencé la société des taxis. Un Amazon a complètement changé le secteur de la distribution. Et dans le monde financier aujourd'hui, dans les banques regardent de près tout ce qui est fintech, parce qu'ils se disent que la concurrence peut arriver de n'importe où, surtout de boîtes innovantes orientées technologie. Le point commun qu'on voit dans l'ensemble de ces entreprises qui font de l'innovation, donc je reprends sur cette diapo à droite l'ensemble des entreprises qui ont été citées dans la première diapo. On retrouve du Netflix, de l'Etsy, du Facebook, etc. Donc ces entreprises mettent en avant deux choses. La première chose qu'ils mettent en avant, c'est que ces entreprises utilisent l'open source pour créer leur système d'information qui adresse un métier bien précis. Facebook, gestionnaire de contenu, Etsy, catalogue en ligne, Netflix, streaming vidéo. Et un autre point commun entre ces entreprises, c'est que l'ensemble de ces entreprises mettent en avant le fait qu'ils ils utilisent en interne des démarches orientées DevOps. Donc dans le mot DevOps, on retrouve développement et opération. Opération veut dire production en anglais. Et donc ces entreprises mettent l'accent qu'elles sont en train d'implémenter leurs solutions sur la base, leur déploiement applicatif sur la base d'approches DevOps en utilisant des produits open source. Donc la plupart de ces entreprises qu'on voit dans cette diapo ont implémenté leur propre plateforme qui utilise un ensemble de produits open source. Les exemples sont cités là, je ne vais pas rentrer dans chacun des produits, parce qu'autrement on passera la journée sur chacun de ces produits-là, mais ils ont construit leur plateforme qui permettent d'adresser les attentes du DevOps qui consiste à déployer plus rapidement les applications en production. Donc si on devait dire en une seule diapo à quoi correspond le DevOps, le DevOps correspond au passage, pour tout ce qui est déploiement applicatif, d'un déploiement qu'on fait de manière artisanale ou scripté vers un déploiement qui est entièrement automatisé. Depuis le développement, donc fournir aux développeurs un ensemble d'outils qui permettent d'accélérer la livraison des applications côté dev, mais aussi la livraison des applications sur tous les environnements jusqu'à la production, voire le déploiement des applications en production en fonction de l'organisation sous-jacente. Donc, on retrouve dans le terme DevOps le développement et les opérations.
Donc le DevOps, quelque part, est une sorte de clé de voûte entre le pilier des développements et le pilier des opérations. Donc c'est un composant assez important de pouvoir s'appuyer sur des technologies ou sur une plateforme qui permet de faire du DevOps. Mais quand on fait du DevOps, on introduit un changement. On introduit un changement qui peut un peu bousculer la façon dont on procède de manière traditionnelle dans les entreprises. Pourquoi ? Parce que de manière traditionnelle, les équipes qui mettent en production ne sont pas forcément les mêmes que les équipes qui font le développement. Or, aujourd'hui, les entreprises qui font du DevOps mettent en avant le fait que c'est des équipes qui prennent en charge certains modules applicatifs pour les déployer directement en production. Maintenant, ces mêmes technologies DevOps peuvent aussi être utilisées dans un cycle traditionnel de déploiement en production. Donc, nous, Red Hat, on ne dit pas que DevOps, c'est essentiellement que ce soit les mêmes équipes qui développent, qui mettent en production leurs applications. C'est une possibilité. Par contre, on va fournir des technologies qui permettent d'accélérer ce cycle. Et dans ce monde DevOps et de nouveaux déploiements logiciels, on ne s'arrête pas à la terme DevOps. Il y a aussi d'autres terminologies qui apparaissent, notamment microservices, containers et cloud. Donc le DevOps qu'on voit sur cette diapo, sur cette première tranche de diapo, le DevOps permet d'accélérer les livraisons intermédiaires, voire d'accélérer les livraisons en production. Donc c'est une sorte d'extension des démarches agiles. Les démarches agiles, Scrum est une approche agile de développement qui consiste à dire je ferai des livraisons intermédiaires pour montrer au métier les différentes implémentations qui ont été faites avant le déploiement final, avant la livraison de la solution finale. Sauf que toutes ces livraisons intermédiaires sont faites dans des environnements pour le développement. Elles ne sont pas faites dans des environnements identiques à la production. Donc quand on vient pour déployer en production, on a un frein, même si on a fait de l'agile en développement, on ne sait pas déployer en production. Le DevOps a pour intention d'amener l'agilité jusqu'à la mise à disposition de l'application en production. Or, il n'y a pas que le DevOps qu'on voit apparaître aujourd'hui, il y a aussi des notions dites de microservices qui adressent aussi les nouveaux profils applicatifs, donc les mêmes applications qu'on trouve sur des mobiles et sur des sites web. Sur les applications qui sont développées en technologie moderne pour les sites web, on constate aussi que le développement qu'on fait aujourd'hui n'est pas le même qu'on faisait il y a 5 ou 10 ans. On met plein de choses côté navigateur, donc ce qui fait que côté serveur, plutôt que d'avoir une application monolithique qui assemble tout le code applicatif, on a un client sur un navigateur, sur un mobile, qui va assembler plusieurs microservices. Donc il faut aussi pouvoir adresser cette notion de microservice. Donc on est en complémentarité entre le DevOps et le microservice. Si on fait du DevOps, on adresse mieux le microservice. Il faut aussi continuer à savoir adresser le déploiement traditionnel des applications. On voit aussi apparaître la notion de conteneur Docker. Qui connaît Docker dans la salle? Donc Docker est très à la mode. Ça apporte une grande souplesse. Pourquoi? Parce que c'est adopté autant par le développement que les opérations. Le développeur sait fabriquer des conteneurs Docker. C'est plus simple que de fabriquer une image virtuelle. Et la production, c'est l'opérer. Parce que c'est juste une image qui, à un moment donné, à l'instant T, correspond à un livrable qu'on ne va plus modifier, qu'on va déployer sur une machine ou plusieurs VM en production, que ce soit en virtuel ou en physique, pour rendre visible ce conteneur par rapport aux autres applications, sans toucher au contenu du conteneur. Le tout pouvant être déployé sur du cloud, privé, public, votre propre cloud, ou bien sur des installations traditionnelles. Donc s'il fallait redéfinir le DevOps rapidement, à pas le définir dans son intégralité, en tout cas sa définition est complexe. Ce qu'on constate, c'est qu'en fonction de la perspective qu'on essaie d'adresser dans le DevOps, certains considèrent que le DevOps est pour faire de l'intégration en continu, de la livraison en continu. D'autres disent que le DevOps c'est pour automatiser les tests, etc. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que du moment qu'on fait du DevOps, il faut pouvoir rapidement déployer les applications. Et pour déployer rapidement les applications sur des environnements, en production, il faut que ces applications correspondent à des standards. Donc derrière DevOps, on peut mettre le mot standardisation des modèles applicatifs. Donc qui dit standardisation des modèles applicatifs mis à disposition des développeurs, il faut que cette standardisation soit simple. Fournir aux développeurs des modèles applicatifs prêts à l'emploi qui correspondent à leur modèle de développement. Autrement, si on n'arrive pas à standardiser rapidement, on ne va pas pouvoir répondre aux attentes des développeurs, qui est de fournir, par exemple, telle version de serveur d'application, telle version d'un code PHP, Python, Java, etc.
Et comme on offre plus de perspectives en termes de déploiement, il faut pouvoir gérer la scalabilité de manière automatique, etc. Donc si je dois vous conseiller de lire 2 livres sur la partie DevOps, je vous invite à lire ces 2 livres. Je ne vais pas m'attarder dessus pour une question de temps. On a parlé de microservices. Ces 2 livres, ce qui est intéressant, c'est que le premier livre, le projet Phoenix, adresse la partie organisation en lien avec le DevOps. Et le deuxième adresse les technologies en lien avec le DevOps. Donc pour la partie organisationnelle, je vous conseille de lire ce livre-là. Pour la partie techno, le deuxième. De manière complémentaire à ce qu'on disait sur la partie DevOps, je vais redéfinir le microservice. Microservice, donc là j'ai fait un extrait d'un site d'un des gourous des microservices qui s'appelle Martin Fowler, qui lui définit le microservice comme étant la décomposition d'une application monolithique en plusieurs microservices réutilisés et assemblés au sein d'une application. Donc les applications, si vous faites du Java, je ne sais pas si vous faites du J2E dans la salle ou d'autres types de développement. En tout cas, historiquement, quand on faisait déployer une application, on mettait dans la même application tous les modules d'une application. Donc c'est un gros déploiement. Alors qu'en microservice, plutôt que de mettre tout dans un même entité de déploiement, on va décomposer l'application en plusieurs microservices, ce qui fait que quand on modifie un microservice, on peut modifier que corriger un bug sur un microservice sans déployer toute l'application. Donc c'est plus simple à déployer au sens unité de déploiement, sauf qu'il faut maintenir une cohérence globale de tous les microservices. Et ça, pour le faire, c'est pas simple. Et ce qu'on constate, c'est que la plupart des sociétés que je vous ai citées au préalable ont implémenté leur propre plateforme as a service pour supporter les microservices, pour supporter les modes de déploiement en mode DevOps et pour supporter donc une plateforme unique qui adresse autant les développeurs que l'opération, comment opérer ce qui a été développé, mais en mode self-service pour les développeurs. Le tout en supportant l'ensemble des environnements nécessaires depuis le développement jusqu'à la production. Donc le développeur a son souci de livrer rapidement, côté dev. Par contre, une fois que c'est livré, le métier souhaite que ça aille en production rapidement. Comment s'assurer que ce qui est développé puisse aller en production rapidement? Il faut s'assurer de la cohérence dès le départ. Donc si on fournit aux développeurs ce qu'il faut en termes d'environnement pour avoir tout l'environnement nécessaire compatible avec ce qui est opérable en production dès les premières phases de développement, on va favoriser l'innovation, on va simplifier la création de nouvelles applications et on ne va pas être freiné par le fait qu'une nouvelle équipe qui a un nouveau budget soit implémentée, une nouvelle solution, doit attendre que la production leur livre des machines, des environnements virtuels, ce qui peut prendre des fois quelques jours, voire quelques semaines, encore plus en fonction des organisations. Si ces équipes peuvent, en mode self-service, accéder à un environnement qui est compatible avec la prod, parce que c'est des templates prédéfinis, ou dans certains cas, créer leur propre template qui devienne une référence pour les prochains développements, un nouveau modèle de développement applicatif, on va gagner beaucoup de temps en optimisant la chaîne de livraison depuis le développement jusqu'à la production. Le développeur veut développer son application, la production veut s'assurer de la cohérence globale et s'assurer que l'assemblage entre une application web traditionnelle 3 tiers, il y a un load balancer, il y a un serveur d'application, une base de données. Il faut s'assurer de la cohérence globale et surtout que si l'application a un nouveau profil applicatif de type microservice, la cohérence globale est encore plus difficile à assurer. Donc la question qu'on pose, là il ne me reste plus beaucoup de temps de parole, est-ce que vous souhaitez implémenter tout ça ou bâtir une solution qui peut être hyper complexe, surtout qu'elle n'adresse pas qu'un seul besoin métier tel qu'un Facebook le ferait, ou utiliser une solution? Donc c'est la question que je vous pose. Et la réponse à cette question, c'est que nous, chez Red Hat, on fournit une plateforme as a service qui s'appelle OpenShift, qui offre aux développeurs un certain nombre d'outils pour que le développeur puisse avoir accès en mode self-service à des environnements, des templates applicatifs qui adressent soit le PHP, soit le Perl, soit du Node.js, tous les langages de programmation attendus, avec tout ce qu'il faut en termes d'environnement de développement, dans de l'Eclipse ou dans d'autres outils de développement. Le tout en mode self-service, soit dans Eclipse, soit en console web, soit en ligne de commande. Le tout en conformité avec les standards qu'aurait défini la production, ou de nouveaux standards qui sont implémentés par rapport à de nouveaux projets qui sont posés en production. Le tout opérable à l'échelle, le tout s'appuyant sur de l'open source. Donc dans OpenShift, on assemble un certain nombre de projets open source. Donc là, vous aurez plus de slides dans la présentation que je vous laisserai. J'ai sauté pour gagner un peu de temps. On assemble l'ensemble du projet open source dans une communauté qui s'appelle OpenShift Origin. Je vous invite à aller voir sur OpenShift Online où vous aurez accès à 3 environnements applicatifs de manière gratuite pour utiliser OpenShift en tant qu'utilisateur.
Et la version entreprise d'OpenShift est la capacité qu'on donne à nos clients finaux de créer un OpenShift chez eux. Donc une plateforme à ce service au sein de vos organisations qui va motoriser et orchestrer des conteneurs à l'échelle. Et sur les conteneurs à l'échelle, on a des références qui vont gérer des centaines de milliers de transactions sur ce type de plateforme en production. Le tout en mode DevOps. Donc dans OpenShift Origin, on assemble des projets communautaires qui sont Kubernetes, qu'on co-développe avec Google, Docker, qu'on co-développe avec Docker, etc. Voilà, donc peut-être donc les références, je ne m'attarde pas dessus, vous avez une URL, l'ensemble des références publiques, vous pourrez aller sur cette URL. Les langages de programmation qu'on supporte, il y a une liste, mais s'il n'y a pas que ça, vous pouvez créer vos propres templates. Et pour conclure, parce qu'il ne me reste que 30 secondes, je crois que j'ai dépassé le temps, OpenShift vous permet d'accélérer le développement de vos applications. OpenShift est un produit très populaire. Hein. Vous allez sur le site où il y a la liste de nos clients, vous verrez qu'on a énormément de clients sur OpenShift. On a des références françaises très proches, telles qu'Amadeus, telles que d'autres utilisateurs français aussi. C'est un produit populaire, c'est innovateur et c'est de niveau entreprise. Voilà. Là, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si on a le droit de prendre des questions. Sinon, on est en stand Red Hat. C'est vous qui passez après? Non. Ah, donc le... Ah, bah je... Oui, je peux prendre les questions. Maintenant, je vous invite aussi à passer au stand Red Hat. Je risque de partir, moi, d'ici une demi-heure, une heure, mais on pourra commencer à répondre à vos questions. Ouais, la principale question, c'est OpenShift Online par rapport à du Cloud Foundry. Comment la communauté... Oui, donc notre principal compétiteur, c'est Cloud Foundry. Notre avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est les premiers à partir sur Docker et à orchestrer les conteneurs à l'échelle avec Kubernetes. Cloud Foundry n'a pas adopté Docker en décalage. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été dans les communautés. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on travaille avec Docker sur la dockerisation. On co-développe avec eux. Avec Google, on a fait pareil. Donc dès que les projets communautaires étaient prêts pour être convertis en produits d'entreprise, on a su les livrer dans OpenShift. Donc on a beaucoup d'avance sur... Le vrai débat, c'est la partie plutôt écosystème Docker versus une plateforme PaaS. Et là, OpenShift, par rapport à Cloud Foundry, il y a déjà le débat entre l'écosystème Docker adressé, sachant que le standard est bien Docker en termes de format de conteneur. Donc est-ce que Red Hat va pouvoir longtemps être esselé avec un OpenShift par rapport à une communauté hyper large? Pour nous, il ne faut pas comparer la communauté Cloud Foundry à OpenShift. Il faut comparer, si vous souhaitez comparer les communautés avec les communautés, OpenShift est un assemblage de plusieurs communautés. Donc on assemble du Docker, on assemble du Kubernetes, et on rajoute des composants, on pousse des correctifs dans tous les niveaux. Donc au point de vue communautaire, notre communautaire n'est pas qu'une communauté Red Hat, c'est une communauté multi-éditeur, où certains ne sont pas éditeurs logiciels, mais ils fournissent du code à l'open source. Cloud Foundry, il n'y a qu'un seul éditeur qui contribue à 80%. Le restant sont des utilisateurs qui rajoutent des briques propriétaires par-dessus. Cloud Foundry est open core. Ils rajoutent des briques propriétaires. Nous, on est 100% open source. Donc, il y a d'autres... donc, on peut en discuter si vous le souhaitez. Merci.